merci de nous rejoindre. Vous venez de voir le documentaire Déconnecté, un film qui traite de la fracture numérique, un paradoxe technologique bien présent encore aujourd'hui. Et nous allons ouvrir le débat avec mes invités. Nelly Couder, bonjour. Vous êtes directrice adjointe au développement et à la communication de Sciences Po Bordeaux. Et vous êtes également spécialiste des questions liées à la diversité sociale et territoriale. Paul Soncourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable territorial d'Emmaüs Connect, une association qui œuvre pour l'inclusion numérique des plus fragiles. Tout à fait. Et bonjour Joris Liberati, vous êtes Bonjour. coprésident de l'association Akinum, qui regroupe des professionnels du numérique dans la région, et également gérant de la société Leoxa. Merci à vous de participer à ce débat doc. Nous allons débuter ce débat avec un chiffre. 17%, l'illettrisme numérique touche 17% de la population en 2019 selon l'INSEE. Alors ce chiffre est parlant, il en découle deux constats. Il y a d'abord une défaillance, un manquement technique, c'est-à-dire que ces zones blanches manquent d'équipement. Et puis d'un autre côté, une question d'éducation au numérique, à l'outil informatique. Justement, Paul Soncourt, vous accompagnez, vous, au quotidien, des personnes dans le besoin. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, en effet, vous avez bien mis le doigt sur la composante de la fracture numérique. Donc, il y a un problème d'accès à l'équipement, à la connexion, et un problème d'accompagnement, donc de compétences. Nous, ce qu'on fait chez Emmaüs Connect en termes de compétences, on a des parcours, des cycles de formation, d'initiation, parce que former au numérique, c'est un vaste sujet. On est toujours en nécessité d'apprendre. Donc, on initie les publics aux compétences de base. On va leur proposer un petit parcours d'une dizaine d'heures pour vraiment avoir les rudiments du numérique, et après on répond aussi à leurs questions lors de permanences connectées, qu'on appelle, où les gens vont pouvoir venir avec leurs problématiques individuelles, comme on a vu dans le reportage sur la visio par exemple, ou sur des connexions à des boîtes mail. Il y a aussi une boutique avec Emmaüs Connect. Vous mettez à disposition du matériel pour ces personnes qui parfois n'ont pas les moyens de s'équiper. Oui, tout à fait. Le reportage est très axé autour de l'accès physique à l'équipement, les zones blanches. Il y a aussi des zones blanches qui sont liées à des questions de revenus. Le maire du village disait que le numérique, c'était une question aussi de pouvoir d'achat, d'argent. Voilà, acheter un ordinateur, ça coûte cher. Des publics qu'on accompagne, nous, chez Emmaüs Connect, sont très précaires. Pour eux, c'est une véritable double peine, le numérique, dans leur vie. Et donc, on a monté donc, une filière de collecte et de reconditionnement de matériel pour permettre au public de s'équiper à tarif solidaire. Nelly Couder, vous aussi, vous avez fait ce constat au sein des étudiants de Sciences Po Bordeaux, notamment avec le confinement. Vous pouvez nous expliquer ? Effectivement, au cours du premier confinement, nous avons mené une enquête sur la continuité pédagogique auprès de nos étudiants. Et 40% d'entre eux nous ont dit avoir des difficultés numériques. Alors, on a creusé ces difficultés numériques. Il est vrai qu'à Sciences Po Bordeaux, nous avons un recrutement qui est national, voire international, mais nous avons un très fort recrutement en Nouvelle-Aquitaine, et notamment auprès des 43 lycées qui font le dispositif JPPJV, Sciences Po Bordeaux, je le peux parce que je le veux, et qui sont issus de lycées, donc de territoires ruraux isolés. Et lorsque ces jeunes sont rentrés chez eux, eh bien, ils ont été confrontés eux aussi à ces difficultés numériques, que ce soit ces difficultés géographiques. Alors, zone blanche, on en a assez peu sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, c'est 1 à 2%, mais des zones grises, c'est-à-dire un mauvais accès à Internet, qu'on a essayé effectivement de travailler avec eux. Je pourrais vous donner les solutions que nous avons trouvées par ailleurs, mais aussi des difficultés d'accès social. Certains n'avaient pas d'équipement ou devaient partager leur équipement avec leurs frères et sœurs, puisqu'ils étaient confinés en famille. Et puis des difficultés aussi culturelles, parce que c'était de nouveaux outils auxquels ils n'avaient pas été confrontés jusqu'à présent, et nous avons dû, nous aussi, les éduquer, leur apprendre à se servir de ces outils. Joris Liberati, en tant qu'entrepreneur, est-ce que ce clivage aussi se fait ressentir ? Ah oui, en tant qu'entrepreneur, bien entendu, parce qu'il faut savoir que pendant le premier confinement, les salariés ont été obligés de rester chez eux. Donc ça crée des problématiques, notamment pour tout ce qui est échange direct entre l'entreprise et le salarié, les petites réunions, etc. On est obligé d'organiser tout ça. Donc pour l'entreprise, ça crée un problème. Mais moi, je veux aussi parler en tant que coprésident de l'Akinum. Nous, dans notre association, on a des entrepreneurs, on a aussi des salariés, et on anime un espace de coworking, un tiers-lieu qui a dû fermer pendant le confinement. Et pour tous ces gens qui ont la possibilité habituellement de venir sur un lieu, avoir accès à des outils numériques, à une connexion Internet fiable, ça les oblige à rester chez eux. Alors,
Certains sont peut-être sur Bordeaux, sont bien équipés, d'autres habitent en zone plus rurale. Et là, ça devient compliqué pour eux juste de faire leur travail, alors que ce soit entrepreneur, que ce soit freelance ou que ce soit salarié. S'ils viennent au coworking habituellement, c'est pour avoir un accès. Et ça, ils l'ont peut-être pas chez eux. Donc une inégalité qui touche finalement une large population, on est en train de le dire. Nelly Couder, comment on peut expliquer de telles disparités sociales finalement et territoriales ? Bien, parce que je pense que les difficultés se cumulent, les territoires ruraux sont moins rentables pour les opérateurs Internet ou téléphonie, donc ils y vont de manière, je dirais, moins volontaire. Il faut qu'ils soient pour cela aidés ou poussés par les pouvoirs locaux ou au plus haut. Et puis, effectivement, qui dit ruralité, dit souvent isolement, dit souvent personnes qui, effectivement, ont moins de revenus et un capital culturel, un niveau de diplôme qui est moins élevé. Donc, on cumule les difficultés et on cumule les fractures numériques au sein d'une même population, ce qui explique ces problématiques. Paul Soncourt, vous, Emmaüs Connect est basé donc, à Bordeaux, donc loin des campagnes. Quel est le profil de ces personnes qui viennent vous demander de l'aide ? Alors nous, on a des profils qui sont très variés. Ce que vous mentionnez là, voilà, on a des travailleurs, on a des jeunes, il y a des seniors qu'on a vu dans le reportage. On a vraiment toute la population qui est concernée par cette fracture numérique. Il y a évidemment un composant social de patrimoine culturel dont vous parliez. On a des publics qui peuvent être des actifs, qui ont perdu leur emploi, qui doivent en retrouver un autre. Par exemple, quelqu'un qui était boulanger toute sa vie et qui doit trouver un nouvel emploi du jour au lendemain. On lui dit il faut chercher sur Internet. Donc on a des profils de gens qui sont actifs, qui ne se sont jamais sentis exclus de la société et qui le deviennent d'un coup d'un seul. On a des jeunes, on a vu dans le reportage, qui ont une manipulation quotidienne du numérique, mais sur des usages récréatifs, de loisirs. On a des familles, on a des publics demandeurs d'asile. Vraiment, on a une palette de publics qui ne sont pas que les seniors, qui sont ceux à qui on pense en priorité quand on parle de fracture numérique. Et justement, les jeunes qui savent utiliser un smartphone à tout moment n'arrivent peut-être pas à utiliser l'outil informatique pour postuler à une offre d'emploi. Est-ce que ça, vous, Joris, vous le ressentez également ? Ah oui, complètement. Ouais, complètement. D'ailleurs, l'emploi, c'est un sujet qu'on traite chaque INUM, l'emploi dans le numérique, bien entendu. Mais même si on vient à chercher un emploi dans le numérique, on ne sait pas toujours forcément faire un CV. Moi, je reçois aussi des CV papier, et ça peut paraître bizarre, mais même moi qui suis un entrepreneur dans le numérique, je reçois des CV papier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout passe par le mail, tout passe par l'outil informatique. Donc c'est vrai que ça peut pénaliser une candidature, j'ai envie de dire, si elle est mal formulée, si on se rend compte déjà dans la candidature que la personne ne sait pas maîtriser l'outil numérique. Alors je parle du coup pas que pour les métiers du numérique, parce que le numérique, il est présent dans tous les métiers. Donc si la moindre candidature dans n'importe quel métier, si on se rend compte que la personne ne sait pas maîtriser l'outil, ça peut pénaliser une candidature, tout à fait. Voilà, après, il y a aussi la question liée au contexte Covid pour postuler dans des entreprises, pour postuler sur des postes. Là aussi, elle se pose, on l'abordera peut-être plus tard, mais c'est aussi une question centrale dans la recherche d'emploi. On reviendra justement sur la crise sanitaire et puis l'impact sur cette fracture numérique. Nelly Couder, justement, on continue un peu sur les jeunes, sur ces étudiants. Vous avez mis en place, j'imagine, des mécanismes, des solutions pour pallier à ces défaillances ? Alors tout à fait, déjà pour ce qui concernait effectivement l'accès matériel, lorsque c'était possible, lorsqu'il y avait un réseau mobile qui était assez présent, et on a équipé les étudiants en clé 4G, ce qui leur a permis d'accéder au Zoom plus facilement, parce que souvent effectivement dans les zones grises on peut accéder à ces mails, mais une visioconférence de qualité on n'y a pas accès. On a mis en place aussi de l'aide à l'équipement, donc de l'aide financière à l'équipement, ou aussi des prêts d'équipement grâce au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et puis, nous avons aussi accompagné donc, à la fois l'accès aux outils, mais aussi à des nouvelles techniques d'apprentissage. On n'apprend pas de la même manière quand on est seul chez soi que lorsqu'on est en cours avec ses camarades et lorsqu'on n'a pas d'interactivité avec ses camarades, justement. Et donc, on a mis en place des cours en ligne, des accompagnements, des tutorats pour aider les jeunes à mieux travailler à distance. Donc c'est une démonstration concrète de cette fracture numérique. Est-ce qu'il y a des travaux de recherche, justement, au sein de Sciences Po Bordeaux ?
Alors oui, nous menons des enquêtes effectivement et nous travaillons, et alors plutôt effectivement des spécialistes de l'éducation et de l'enseignement travaillent actuellement sur à la fois effectivement les difficultés qu'ont pu poser ces cours à distance, mais aussi peut-être les bonnes pratiques qu'on l'on peut retirer, dont on pourra se servir pour l'avenir. Justement, on va aborder aussi un aspect économique qui ressort beaucoup avec ce documentaire. Le coût d'installation par habitat peut s'élever jusqu'à 10 000 €, comme dans le Lot-et-Garonne. Il faut donc de l'argent pour pouvoir financer. Il faut aussi que ces installations soient rentabilisées. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une entreprise s'installe, finance ces équipements, qui puissent bénéficier à tout le territoire, et puis après récupère, rentabilise ces équipements? Qu'est-ce que vous en pensez, Joris Liberati? Oui, on peut l'envisager, mais pour moi, il faut créer un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'une entreprise toute seule ne peut pas venir et entre guillemets, s'immiscer dans une politique publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tiens, je pense à ça, parce que c'est un monde que je connais, le monde de la start-up. 75% des levées de fonds se font sur Paris. Voilà. Donc, vous voyez, on ne parle pas de ruralité ville, on parle juste de centralisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qui va s'implanter dans les zones rurales? Quelle entreprise, quelle start-up est aujourd'hui un des gros entrepreneurs de demain? Pour moi, c'est la start-up quand même, faut y penser. Quelle start-up aujourd'hui va se dire, tiens, j'allais m'implanter dans une zone rurale, alors que peut-être que moi, je vais créer des connexions, je vais investir dans des connexions pour mes salariés, pour mon entreprise, mais autour de moi, on est, pas en zone blanche, encore une fois, effectivement, pas en zone blanche, mais juste en zone grise. Mes clients sont durs à toucher, mes salariés sont durs à faire venir, il est dur de faire venir des talents, du coup, dans ces zones-là. Donc, je pense qu'on ne peut pas résoudre le problème juste avec une entreprise ou deux entreprises qui vont venir s'installer. C'est une partie, effectivement, mais ça doit aussi être soutenu par des politiques publiques qui favorisent l'implantation massive, j'ai envie de dire, de la fibre, par exemple, puisqu'on parle de connexion, de la fibre, mais d'autres outils sur le territoire pour soutenir l'entreprise, pour soutenir l'économie, pardon. Et justement, Nelly Couder, c'est aux collectivités territoriales d'agir en ce sens? Je pense que c'est à tous les niveaux que l'on peut agir. On l'a vu avec le New Deal mobile qui a été mis en place à partir de 2018, c'est que l'État a la capacité d'inciter fortement, avec la mise en place de la 5G, les entreprises du numérique à implanter la 4G+, la 5G aussi dans les territoires ruraux. Ce sont les conseils régionaux qui financent les infrastructures, ce sont les conseils départementaux qui travaillent avec le monde associatif. Voilà, on est à tous les niveaux, et puis les municipalités qui, elles aussi, font savoir qu'elles ne sont pas équipées. Donc c'est tous les niveaux effectivement qui doivent travailler ensemble. Et l'idée, c'est de fluidifier, de rendre cohérent ce travail tous ensemble pour parvenir effectivement à mieux gérer ces problématiques. L'essence même d'Emmaüs Connect, c'est justement pallier cette défaillance. Comment vous le ressentez en tant qu'association? Alors, il y a eu vraiment un basculement l'année dernière. Je pense qu'on va revenir sur ce sujet-là. Les deux confinements ont fait changer le regard des politiques publiques sur le sujet de la fracture numérique, en tout cas de ma fenêtre, la fenêtre sociale de la fracture numérique. Très, très concrètement, il y avait des approches qui étaient avant très matérielles, équiper les populations, pas les accompagner forcément, mettre le bagage minimum à côté de cet équipement. Après, on est passé sur de l'accompagnement pur, plus d'équipement. Et là, on est en train de revenir sur vraiment une vision globale de l'accès au numérique, qui, je le répète, nécessite une connexion, du matériel et des compétences. Et on est vraiment en train de basculer sur cette prise de conscience collective et du coup des actions. Dans le plan de relance qui a été présenté l'année dernière, un gros volet a été attribué à la fracture numérique, la mise en place de conseillers dans les territoires pour accompagner les publics. Est-ce que vous pensez également qu'il pourrait y avoir une éducation à l'informatique peut-être plus poussée dans les lycées, dans les collèges? Alors c'est là où est tout un peu le paradoxe du numérique, c'est qu'on n'a pas une quantité de personnes finies qui est en fracture numérique. Cette population augmente parce que ça reste encore l'éducation au numérique et
Et le transfert de compétences de base, il est encore trop dépendant des volontés de certains directeurs d'établissement. L'éducation nationale n'a pas forcément encore complètement pris l'enjeu du numérique, en tout cas de manière uniforme. On a des jeunes qui ont une maîtrise, comme on le disait, assez récréative, applicative du numérique, sur leur téléphone. Le smartphone donne une illusion de maîtrise du numérique. Et quand il faut avoir des démarches administratives complexes, enfin même pas complexes, envoyer des documents, scanner des documents, gérer des documents, on voit que ça pose très très rapidement des problèmes. Pourtant, le numérique, c'est un impératif. Vous devez le sentir, Joris Liberati, quand on veut travailler, il faut savoir utiliser l'informatique et le numérique au sens large. Ah oui, ça me paraît essentiel, indispensable même. Enfin, je pense que c'est pas forcément que dans les métiers, encore une fois, que dans les métiers du numérique. Et là, effectivement, je te rejoins complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation, enfin, ça devrait être intégré dans les formations au plus jeune âge. Il n'y a pas de politique au niveau national à ce niveau-là. Donc ça crée des décalages, ça crée forcément des décalages et ça crée, ça casse un peu l'égalité des chances au niveau de l'embauche déjà, au niveau de l'accès à des métiers qui vont être de plus en plus larges en fait, parce que aujourd'hui ça touche, je sais pas, j'ai pas forcément de chiffres, mais le numérique est peut-être indispensable dans 90% des métiers et puis très rapidement ce sera 100%, parce qu'en réalité, comme on le disait tout à l'heure, même quelqu'un, je n'ai pas forcément d'exemple, mais oui, même dans l'agriculture, quand on doit faire sa déclaration, on doit le faire par le biais du numérique. Donc si on n'est pas formé juste à l'utilisation de l'outil, déjà on part avec un retard, sachant que derrière il y a aussi à combler le retard sur la déclaration en elle-même, sur le fait de faire une déclaration. C'est déjà pas donné à tout le monde. Et justement, Paul Soncourt, concrètement, une personne qui vient chez Emmaüs Connect, quel est son profil et puis quelle est l'aide que vous lui apportez ? Alors nous, ça va être les gens qui passent le pas de la porte chez nous ont été orientés par des partenaires de l'action sociale. En fait, ça va être des structures qui peuvent être des institutions qui émanent du département, de la ville ou de la métropole, ou bien des associations. Donc ça veut dire que nous, chez Emmaüs Connect, la fracture numérique est trop grande pour qu'on s'en occupe nous tout seuls. Donc on a voulu un peu prioriser les publics et s'attaquer d'abord aux gens qui sont d'une précarité sociale très forte, pour qui le numérique est vraiment une double peine. Voilà, des gens qui vont être, par exemple, au RSA, on va leur dire votre demande doit se faire en ligne. Ça crée des blocages et des personnes se retrouvent dans des situations de non-recours au droit. Donc nous, c'est quelque chose qui nous motive, qui nous habite, et c'est ces personnes-là qu'on souhaite aider en priorité, donc les publics les plus précaires qui sont orientés par les structures de l'action sociale. Nelly Couder, il y a un décalage finalement, puisque le gouvernement a annoncé une dématérialisation d'ici 2022 de toutes les démarches auprès des services publics. Comment expliquer cela ? Bien écoutez, je pense qu'effectivement, l'idée qui est répondue, c'est que le numérique va faciliter les choses, va favoriser une forme de transparence, un accès rapide à l'administration, et effectivement faciliter les choses. Mais je suis d'accord avec vous, la réduction de la fracture numérique passe par la proposition d'alternatives au numérique. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec les prises de rendez-vous concernant la vaccination contre la Covid-19. Très vite, est arrivée la nécessité de mettre en place des lignes téléphoniques en parallèle avec les prises de rendez-vous en ligne, parce qu'il y a encore beaucoup de gens, et pas uniquement les plus de 75 ans, c'est vrai, qui sont coupés effectivement de tous ces outils. Est-ce qu'il y a des générations qui vont être beaucoup plus touchées par cette numérisation qui va s'accélérer dans les années à venir ? Alors moi, je suis peut-être un petit peu pessimiste, mais j'ai envie de dire, j'ai le sentiment, quand on voit les seniors d'aujourd'hui et quand on voit dans quel monde ils sont nés, qu'ils ont fait justement preuve de beaucoup d'adaptabilité. Donc on a tendance à dire qu'il y a une grosse fracture générationnelle lorsqu'il s'agit du numérique. Moi, j'ai le sentiment qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, qu'ils s'adaptent, c'est très positif. Peut-être que, et avec l'évolution des usages, les innovations qui viendront dans les années à venir, nous serons peut-être nous-mêmes les seniors déconnectés ou un petit peu à l'écart du numérique de demain. Donc j'ai envie de dire que non, il faut éduquer à tous les niveaux, à tout moment, continuer à se former. Paul Soncourt, il y a également des seniors, j'imagine, qui se tournent vers Emmaüs Connect. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les seniors, alors ils ont plus une approche du numérique pour le lien social, pour le côté loisir, je dirais un peu récréatif.
ils en ont moins la nécessité absolue. Alors souvent, on a quand même des situations de personnes qui ont besoin de faire des démarches de santé, d'envoyer des justificatifs. Ça, c'est, voilà. Globalement, les gens qui passent, je répète, le pas de la porte chez moi, viennent pour des contraintes administratives. Notre enjeu aussi est de leur montrer tout ce qu'il y a de positif derrière le numérique. Et voilà, le prisme est toujours celui de la contrainte et administratif, les choses qui sont vraiment pas très sympas au quotidien. Et l'enjeu, c'est de montrer tout ce qu'il y a d'incroyable avec le numérique, l'accès à la culture, l'accès à la connaissance, ce que disait dans le reportage l'enseignant dans le collège, l'accès à des nouvelles technologies pour faire de la musique, par exemple, un accès équitable pour tous. On a un outil, on peut s'en servir de manière très différente. Voilà, il y a toutes ces choses-là qu'on essaye de mettre en avant. Donc les seniors viennent en effet chez nous, souvent pour créer du lien aussi. Hein. On est aussi un lieu, on se dit accueil social numérique. On fait de la formation, mais on est aussi un lieu où les gens aiment se retrouver, discuter. Les gens précaires qui n'ont pas forcément de famille, qui n'ont pas forcément d'amis. Dans le reportage, on avait un réseau dans la ruralité qui se crée, de voisinage, d'amis qui s'entraident. Nous, on a des publics qui sont isolés, pour qui c'est la seule sortie de la semaine de venir chez Emmaüs. Donc oui, les seniors viennent pas pour les mêmes raisons. Tout le monde a sa propre raison en fait, de venir chez nous. Initialement, souvent, c'est la même, et après, beaucoup de choses se créent. Quel outil informatique vous leur donnez Qu'est-ce que vous mettez à disposition en fait, pour ces seniors, justement ? Alors, les seniors, on a plus tendance à les orienter vers des tablettes, des interfaces tactiles un peu plus simples, qui font moins peur. On a quand même une forte peur de l'ordinateur. Dans le reportage, la dame disait voilà la bête, il faut la dompter. Ça m'a fait sourire parce que c'est quelque chose que j'entends tous les jours dans le point d'accueil chez Emmaüs Connect. Il y a une vraie appréhension de l'ordinateur. Alors que le téléphone, la tablette, elle fait moins peur. Il y a moins de boutons, il y a moins de touches. Alors c'est pour simplifier un peu l'idée, mais les seniors, on a plus tendance à les orienter vers des formations sur des tablettes où s'il y a la moindre panique, on appuie sur le bouton, tout se ferme, on rallume et ça repart tranquillement. On va revenir sur l'aspect financier. Dans le documentaire, on le voit très clairement. 200 millions d'euros ont été injectés par le Lot-et-Garonne pour améliorer la situation. C'est encore insuffisant ? Bien oui, parce qu'effectivement, la technologie évolue elle aussi, donc les investissements sont nécessaires et récurrents. Donc oui, et ça reste insuffisant, c'est déjà beaucoup. On ne peut pas dire que les collectivités territoriales, ni même l'État, ne fassent pas d'efforts. Bien au contraire, ils font déjà beaucoup d'efforts, mais la technologie est encore plus rapide, et donc l'effort doit être récurrent. Oui. Ce documentaire a été tourné au printemps dernier, au moment où la France est confinée, où on travaille à la maison, où on téléconsulte son généraliste. Le confinement a été un accélérateur de cette fracture numérique. Joris Liberati, est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur aussi, vous avez pu remarquer cette faille ? Oui, au niveau... du confinement, de la suite à la crise sanitaire. Oui, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, ça, on s'en rend compte parce que on a des salariés, notamment, qui se retrouvent isolés. Un peu comme je disais tout à l'heure, organiser une réunion, c'est plus la même chose. Et puis après, il y a tout le lien social un peu invisible, à la machine à café, etc. Donc ça crée l'isolement. Ça peut démotiver aussi les salariés. Donc voilà, en plus, là, on parle de fracture numérique pour des gens qui n'y étaient peut-être pas confrontés avant, parce qu'ils avaient l'habitude d'aller travailler tous les jours, d'aller sur leur lieu de travail, avoir accès au numérique normalement, etc. Et là, ils se retrouvent confrontés à cette fracture, alors qu'il n'y avait, une fracture relative, attention, mais en tout cas, ils n'étaient pas confrontés avant dans leur quotidien. Donc c'est ça, effectivement, ça a amené ça, le Covid. Je pense que ça a fait en parler, effectivement. Ça fait qu'aujourd'hui, on en parle. Et ça, c'est ça que ça a de bon. Et on en parle pourquoi ? On en parle parce qu'il y a des gens qui n'y étaient pas confrontés, qui y sont confrontés. Donc ça a ça de positif au moins. Mais oui, je confirme que ça peut créer des problèmes organisationnels dans une société, oui. Est-ce que vous, votre association, vous avez mis en place des solutions avec ces confinements pour justement essayer de favoriser le dialogue, éviter l'isolement des salariés ? Alors, au niveau de l'association, comme je le disais, on gère un coworking. Le coworking, on a dû, notamment pendant le premier confinement, on a dû le fermer.
je vais dire surtout sur le deuxième confinement. Voilà. Sur le deuxième confinement, en fait, c'était un peu plus flou. Est-ce qu'on ferme le coworking, est-ce qu'on ne le ferme pas, etc. Donc, dans un premier temps, on l'a fermé. Et on a eu beaucoup de demandes, voilà, que ce soit des adhérents, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient salariés. Est-ce qu'on ne peut pas rouvrir, voilà, faire un mode dégradé, etc., où on respecte la distanciation physique, etc. Alors, on a mis tout un tas de choses en place là pour pouvoir rouvrir, pour pouvoir faire en sorte que les gens aient accès au coworking dans un mode réduit, en faisant une rotation. Mais rien qu'une rotation dans laquelle les gens pouvaient venir 2 jours par semaine, et en fait, c'est essentiel. C'est essentiel qu'ils puissent venir même 1 ou 2 jours par semaine, déjà pour socialement avoir un peu de contact, et puis en plus pour avoir accès à un bureau, à des outils informatiques, à une connexion, bien entendu, pour pouvoir travailler sereinement. Paul Soncourt, vous êtes aussi confronté à des personnes qui sont isolées, et encore plus, on imagine, depuis le début de cette crise sanitaire. Vous avez mis des choses en place différentes ? Oui, tout à fait. On a dû, pendant les confinements, malheureusement fermer notre accueil de public. La partie accompagnement, on a dû arrêter net toutes les formations, donc ça a été compliqué. On a quand même essayé de maintenir du lien avec les bénéficiaires, leur téléphoner, parce que je disais, pour certains, c'était la seule sortie de la semaine de venir chez nous. Donc il y a du lien qui se crée, on passe du temps, c'est des gens qui viennent toutes les semaines depuis des années, donc on connaît bien les personnes qui viennent chez nous. Donc on a fait ça à minima, c'était la moindre des choses qu'on pouvait faire, c'était passer un petit coup de téléphone et prendre des nouvelles de nos bénéficiaires. Au-delà de ça, on s'est dit qu'il nous restait 2 axes de travail, le matériel et la connexion, sur lequel on pouvait vraiment agir pendant cette période de confinement. Et donc, on a lancé l'opération Connexion d'urgence. C'est une opération où on a collecté des fonds, on a trouvé des partenaires et on a distribué donc, du matériel, des ordinateurs, des tablettes, des smartphones et donc des moyens de connexion, donc des clés 4G, notamment à des étudiants. Beaucoup d'étudiants ont bénéficié de clés 4G et de recharges prépayées pour accéder à Internet. Donc, c'est vraiment le travail qu'on a fait. Finalement, cette crise sanitaire, ça a été aussi un tremplin avec de nouveaux projets pour justement pallier à toutes ces inégalités. Il y a quand même du positif à en retirer, Nelly Couder ? Oui, tout à fait. Nous avons mis en place des outils nouveaux que nous allons garder. Je pense notamment, on a mis en place pendant le second confinement des portraits d'anciens. Nous allions les filmer sur leur lieu de travail ou chez eux, ce qui nous a permis effectivement de garder un lien étudiants, anciens diplômés, entreprises locales qui a été assez fort. On a mis en place des forums virtuels de recrutement et qui certainement perdureront par ailleurs. On a mis en place beaucoup d'outils et des bonnes pratiques aussi. Mais nous sommes très heureux de retrouver les étudiants néanmoins, qui viennent désormais 1 semaine sur 2 dans l'établissement par petits groupes. Donc c'est vrai, effectivement, la mixité, on va dire, est très importante, mais nous avons de bonnes pratiques que nous garderons pour l'avenir. Oui. Joris Liberati, le confinement aussi, ça a développé chez certains des envies de campagne, de quitter la ville. Est-ce que aussi il y a des entreprises qui souhaitent sortir un peu de ces villes, de ces périphéries urbaines, et est-ce qu'elles ne sont pas confrontées à un frein à cause de ces zones blanches, à cause du manque d'installations techniques informatiques ? Oui, complètement. Au-delà d'entreprises, les entrepreneurs déjà ont des envies d'ailleurs, mais même des salariés, parce que aujourd'hui, quand on bosse 80% de son temps en télétravail, en visio, on se dit pourquoi pas aller habiter finalement en zone rurale, puisque finalement mon travail je peux le faire à distance. Donc ça a donné des envies d'ailleurs pour beaucoup de professionnels, effectivement. Alors après, pour des entreprises à part entière, peut-être, mais voilà, moi je parle plus d'individus qui ont certainement se sont dit que finalement la ruralité c'était possible parce que on peut travailler à distance et ça on n'en avait même pas conscience peut-être avant. Enfin en tout cas ça a déclenché ça chez certains. Après, à côté de ça, à quoi ils sont confrontés ? Effectivement, il y a pas mal de zones grises, justement, donc, dans lesquelles on ne peut pas être sûr d'assurer une visio toute la journée, parce que un petit problème de connexion, etc. Bon, je souligne quand même qu'on a la chance en Gironde, car le département a pris en main le déploiement de la fibre sur tout le département pour 2025, mais quand même pour 2025, malheureusement. 2025, c'est pas encore. C'est pas maintenant, voilà. Pour 2025, c'est pas maintenant. Donc là, on aimerait que peut-être au niveau de l'État, ça
ça donne un petit coup d'accélérateur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, demain c'est ça. Chacun travaillera peut-être de chez soi, et peut-être qu'on préfère travailler de chez soi à la campagne qu'en ville finalement. Voilà, donc, mais effectivement, je confirme que ça a donné des envies d'ailleurs. Et pour quel type d'activité finalement ça concerne un domaine précis, le numérique ou d'autres entreprises ? Ça concerne tout type d'entreprise dès lors que elles travaillent, que les salariés travaillent dans un bureau et travaillent sur un ordinateur. Voilà, ça concerne tout type d'entreprise. Je dirais que ça concerne peut-être moins l'industrie, forcément, mais par contre, à côté de ça, tout type d'entreprise qu'on peut trouver en ville, finalement. J'ai une question également sur la fracture numérique, la fracture sociale, qui finalement, elles sont liées, ces deux fractures. Être trop connecté, trop de numérique, est-ce que ça peut être aussi contre-productif ? Est-ce que ça peut poser problème ? On le voit avec les confinements, avec le télétravail. Ce problème d'isolement, Nelly Couder, vous, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus ? Écoutez, on le voit, on le dit sur les jeunes enfants, trop de numérique n'est pas forcément bon, sur les capacités d'attention notamment. Donc je pense qu'effectivement, il faut à la fois apprendre à utiliser le numérique pour en avoir une utilisation qui effectivement soit une utilisation intelligente. Il faut aussi apprendre aux gens à faire attention aux risques du numérique. Nous, on le voit puisqu'on a des jeunes qui arrivent et qui ont effectivement de la même manière une utilisation récréative du numérique lorsqu'ils arrivent dans notre établissement. Donc, ils savent utiliser les réseaux sociaux. Maîtrisent-ils les risques ? C'est une autre question. Et il faut effectivement apprendre aussi à rechercher, avoir un autre usage du numérique qui va être de la recherche intelligente, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses. On peut apprendre beaucoup de choses sur Internet, mais on peut aussi peut-être perdre son temps ou quelquefois se mettre en danger. Paul Soncourt, est-ce que vous aussi, vous constatez les limites du numérique, vous qui êtes sur le terrain ? Alors, si on reste un peu dans le même angle de ce qu'on vient de se dire, on voit aussi sur les jeunes enfants, sur l'accès à l'éducation, que les parents ne sont pas tous dotés des mêmes compétences d'accompagnement numérique. Et on a bien saisi cet enjeu-là chez MS Connect. Le confinement nous a fait nous poser beaucoup de questions sur ces aspects de maîtrise des parents, la hyperparentalité, on appelle ça chez nous, vraiment pouvoir que chaque enfant puisse être accompagné de la même manière par ses parents. On essaie aussi de distiller des questions de temps d'écran, de contenu malveillant, de contrôler ce que fait mon enfant sur Internet. Parce que voilà, il y a des jeunes qui maîtrisent le numérique, qui peuvent avoir un accès complètement débridé et illimité à Internet, parce que les parents sont eux-mêmes dans une forme de fracture et ne maîtrisent pas et ne comprennent même pas ce qui peut être trouvable sur Internet. Donc, un mot peut-être sur donc la fracture numérique, sur des solutions à apporter, vous, en tant qu'entrepreneur, membre d'une association de professionnels du numérique. Est-ce que vous avez des idées, des projets qui pourraient être mis en place ? Oui. Moi, je vois ça... en tout cas, résoudre la fracture numérique, comme je le disais tout à l'heure, ça ne peut pas se faire d'un trait, d'une implantation d'une entreprise. Il faut créer un cercle vertueux. Moi, je vois trois piliers. On peut s'appuyer sur 3 piliers. Il y a la formation, déjà. La formation. La création de lieux sur lesquels on a accès au numérique, donc de tiers-lieux, typiquement. Peut-être anciennement médiathèque. On peut faire un mix un peu entre les deux, sur lequel les gens peuvent avoir accès. Voilà, comme le fait MS Connect, par exemple, sur lequel les gens peuvent avoir accès à de la médiation numérique, par exemple. Mais aussi un lieu sur lequel des professionnels peuvent venir travailler, des salariés peuvent venir travailler à distance, ont un équipement pour travailler à distance en télétravail, qu'ils soient professionnels du numérique ou pas d'ailleurs, tout métier confondu. Et puis, et troisième pilier, soutenir l'entrepreneuriat dans ces secteurs géographiques, faire en sorte que des entreprises viennent s'implanter, pas simplement bien entendu par leur bonne volonté, mais en les soutenant, bien entendu, avec une politique locale forte là-dessus. Qu'est-ce que peuvent faire les collectivités, justement, pour résorber le plus possible cette fracture numérique ? Qu'elles peuvent faire de plus ? Je pense qu'elles font déjà beaucoup. Il faut aussi souligner effectivement que beaucoup est déjà fait. Ce qui peut être fait encore, c'est continuer à travailler avec les acteurs associatifs
avec les entreprises, avec des fondations d'entreprises qui sont très présentes aussi, pour essayer de mettre en cohérence toutes les initiatives et faire en sorte qu'elles soient le plus efficaces possible. Un projet en cours, Paul Soncourt, avec Emmaüs Connect pour les mois à venir ? Oui, tout à fait. On a un projet très important cette année, ça va être l'essaimage de ce qu'on sait faire, justement pouvoir toucher la ruralité. On sait que c'est un problème, nous on est implanté uniquement dans les grandes villes pour l'instant, et on sait que c'est un problème qui touche tout le territoire. Donc l'idée c'est maintenant d'outiller les structures, de leur transférer notre retour d'expérience, toute notre méthode, notre pédagogie que depuis 10 ans on accumule et qu'on expérimente dans nos points d'accueil. Donc c'est vraiment ça le projet de l'année, c'est de faire monter en compétence des structures pour s'attaquer à cette fracture numérique sur tout le territoire. Parce qu'il faut accélérer. La société et sa transformation s'est accélérée. Il faut que nous aussi, on accélère sur l'accompagnement des publics. Donc installer peut-être d'autres Emmaüs Connect un peu partout dans la région ? L'idée, ce serait surtout de faire monter en compétence des structures déjà existantes. Partir de zéro, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a déjà beaucoup d'acteurs associatifs sur les territoires. Il faut travailler en interface avec eux. Ils connaissent les publics, ils connaissent les enjeux de leur territoire. On va leur amener une brique de compétences, de contenu, d'outils. Et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir s'attaquer à ce problème qui touche énormément de monde. Eh bien, merci à tous. Merci pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Débats Doc.